Bonjour et bienvenue sur le podcast Banous, le podcast du marketing et de la com digitale. Banous est un podcast sans sponsoring qui ne repose que sur l'intérêt que l'on porte à nos invités. Seul ou à plusieurs, nous essayons d'approfondir avec un invité un sujet digital de manière pratique et totalement agnostique. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Bonne écoute. Bonjour à tous, dans cet épisode de Banous, on va parler des impacts d'Apple sur l'emailing. Et pour ça, on a un invité de marque, Moncef de Sendinblue, qui s'occupe spécialement de ces problématiques au sein de cette entreprise française. Moncef, écoute, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Laurent, pour l'invitation. Je suis Moncef Rigui, Product Manager. Je travaille principalement dans le SaaS B2B. J'ai eu l'opportunité de travailler au sein d'entreprises parisiennes de tailles différentes, allant de la petite start-up de 10 à 20 personnes comme Humana jusqu'à la scale-up de 100 à 250 collaborateurs comme QuickSign ou WeLink. Aujourd'hui, je suis chez Sendinblue, qui est leader français dans le domaine du marketing digital. J'ai rejoint Sendinblue presque au moment de l'annonce qui a été faite par Apple au sujet de Mail Privacy Protection. J'ai donc travaillé dessus pour anticiper le potentiel impact des mesures appliquées et je serais ravi d'en discuter avec toi. Écoute, Moncef, merci pour ta présentation. Pour bien que nos auditeurs comprennent de quoi on va parler finalement, est-ce que tu peux faire un récapitulatif des mesures prises par Apple concernant l'emailing ? Bien sûr. Donc, comme on le sait, Apple fait des mises à jour régulières avec des nouvelles versions de ses systèmes d'exploitation. Au début de l'été dernier, donc l'été 2021, a fait l'annonce qui concerne la release d'iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey et watchOS 8. A fait l'annonce sur un ensemble de nouvelles fonctionnalités, parmi lesquelles il y en a une qui touche l'application Mail de Apple. C'est-à-dire, c'est une application de messagerie qui permet de consulter ses emails via une device Apple. Qu'est-ce qui est nouveau avec cette mesure de mise à jour de protection des données personnelles ? C'est que pour les utilisateurs qui installent la nouvelle mise à jour, quand ils vont se connecter sur cette application pour la première fois, ils ont la possibilité donc c'est une option, de choisir de protéger leurs emails du tracking. Alors, je me permets une petite incartade, Moncef, protéger avec des gros guillemets finalement, puisqu'on se rend compte que, et puis après tu développeras cette mise à jour, mais finalement c'est global. Alors moi je suis plus impacté entre guillemets, enfin j'étais plus impacté lorsque je travaillais dans le monde du display avec ITP et le blocage des cookies tiers qui rendait le retargeting notamment très compliqué sur les devices Apple. Finalement, on se rend compte que cette restriction de la part d'Apple va se faire sur tous les channels. Donc, on a commencé par les browsers. Maintenant, c'est les emails. Oui, je suis d'accord. En fait, quand on dit protéger, c'est vraiment le mot utilisé par Apple quand on se connecte. C'est le wording vraiment utilisé par Apple. Protéger. Donc, c'est un peu agressif, c'est-à-dire dans la mesure où, finalement, qui ne va pas cliquer sur « oui, je protège mes mails ». Donc, en effet, d'ailleurs, on le constate, c'est-à-dire, je crois que j'ai quelques chiffres par ici. En effet, un grand nombre des utilisateurs. Là, j'ai autour de... Voilà, il y a seulement 2,6% des utilisateurs qui ne cochent pas cette D'accord, donc il y a 98% presque, oui. Quasiment des gens qui cliquent sur « oui, je souhaite activer cette feature ». Exact. Et donc, à ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire, en temps normal,
les annonceurs, les marketeurs, nous, par exemple, chez Sendinblue, quand on va envoyer des emails, on va utiliser ce qu'on appelle un pixel invisible, transparent, dans le mail qui va loader au moment du chargement de l'ouverture d'un mail. D'accord. Oui. Donc, grosso modo, donc les conséquences. Alors, avant de parler des conséquences, on parle des méthodes. Donc, en tant que routeur d'email, alors moi je disais ça il y a quelques années, je ne sais pas si vous avez encore cette dénomination, mais au-delà de ça, vous placez donc des pixels pour tout simplement, lorsque ce pixel se déclenche, vous savez que la personne a ouvert l'email et donc vous remontez cette information à votre client. Exactement. C'est-à-dire, ce pixel ne permet pas seulement d'avoir cette information, mais aussi un ensemble d'autres informations type localisation, l'heure d'ouverture, l'adresse IP de l'utilisateur, etc. D'accord. Et donc, le changement avec cette nouvelle fonctionnalité de Apple, c'est-à-dire que Apple va placer déjà des pixels qui vont loader dans tous les cas. C'est-à-dire que le mail soit envoyé ou pas, ouvert ou pas, nous on reçoit l'information. Donc c'est-à-dire d'un proxy, voilà, qui a fait ce chargement, et donc ça empêche en fait complètement de savoir d'une manière certaine si le mail a été ouvert pour de vrai ou pas. D'accord. Pour bien comprendre, Apple appelle artificiellement ce pixel pour qu'il se déclenche. Et donc, pour vous, alors, à mon avis, il l'appelle un peu en random, finalement. Vous ne savez même pas si il le déclenche à la première ouverture ou pas. Il l'appelle, en tout cas. Donc, vous recevez cette information. Et donc, finalement, vous ne savez même pas si si l'internaute a ouvert l'email. Donc. Et donc, première question, je me dis, mais comment vous allez faire pour faire des triggers marketing? Oui, alors, on peut évidemment parler des mesures qui ont été mises en place de notre côté à ce moment-là pour contourner ce changement, parmi lesquels, en effet, on a exclu les proxys Apple, donc ces ouvertures qui viennent de l'application mail, des triggers de nos workflows de marketing automation, par exemple. On les prend plus aussi en considération pour détecter en fait les spams. Et dans plusieurs endroits dans la plateforme. Donc c'était quand même un changement assez important. On se base plus sur les ouvertures venant d'Apple en fait pour créer un trigger ou faire une action. C'est vraiment rigolo. Alors, je ne sais pas si le mot est correct, mais en tout cas, c'est finalement l'email qui était un canal un peu à part en fait dans le marketing digital, qui avait sa petite vie en parallèle pendant que le display était sous les feux de la rampe, ou Facebook Ads, etc. L'email vivait son petit bonhomme faisait son petit bonhomme de chemin. Finalement, là, après ce que tu m'expliques, vous vous retrouvez vraiment, je suis désolé pour la redite, mais dans la même situation que nous en display, c'est-à-dire que les audiences Apple, finalement, même en programmatique, on les mettait dans un bucket. Bon, ça, on ne peut pas... Soit on les vend en low cost, soit on ne s'en occupe pas et on se concentre sur les devices qu'on peut retargeter. Finalement, ça prend ce chemin-là, l'email, avec cette nouvelle règle. En fait, d'un côté, évidemment, on est content en fait de ce type de mesures. C'est-à-dire, c'est plus pour l'utilisateur final. Donc, c'est plutôt... ça permet en fait de choisir si on veut être traqué ou pas, choisir si on veut du contenu personnalisé ou pas. Donc c'est d'un point de vue protection des données personnelles,
c'est vraiment un bon point. Par contre, aujourd'hui, je pense qu'il va falloir être un peu plus vraiment plus créatif pour se concentrer sur les statistiques qui ont plus de valeur d'un point de vue engagement. Et aussi se concentrer toujours sur la question de l'opt-in, sur vraiment le consentement. Et c'est là qu'on peut utiliser le mail en fait comme un vrai levier. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Parce que finalement, le taux d'ouverture, oui, c'est important pour pas mal ça dépend des secteurs, mais il y a des business, c'est vraiment important de connaître si on a ouvert le mail ou pas. Mais heureusement, aujourd'hui, il n'y a pas que ça. Et donc, voilà, il faut s'adapter comme toujours. Alors, on a vu qu'Apple bloquait le pixel d'ouverture. Est-ce que Apple bloque d'autres choses ou finalement c'est le seul véritable blocage? Non, alors justement, en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment une étape. C'est-à-dire, on n'est pas à l'abri c'est-à-dire à l'avenir qu'il y ait d'autres mesures qui vont dans ce sens-là. Aujourd'hui, bizarrement, en fait, Apple, d'accord, elle brouille, en fait, ça brouille les pistes par rapport au taux d'ouverture, mais quand même, il continue à utiliser le même user agent qui nous permet, un user agent unique, qui nous permet toujours d'avoir quand même un certain nombre d'informations. D'accord. Donc voilà, l'une des questions aujourd'hui, c'est est-ce que si Apple par la suite décide de changer son user agent, voilà, quels seraient les impacts à ce moment-là? Alors, petite précision pour les gens qui nous écoutent, le user agent, c'est les données techniques qu'on reçoit de la part, dans cet exemple d'Apple, généralement lorsque vous naviguez sur un site internet et qu'un tag se déclenche, on reçoit des infos techniques sur le browser, l'IP, etc. C'est des informations relativement... Alors, à part l'IP, ce n'est pas de la donnée personnelle, mais c'est quand même des données qui caractérisent assez fortement, on va dire, un browser. Donc voilà. Oui, ça peut être de quel type de device c'est connecté, la localisation justement, même si elle est très approximative. Hein, on ne va pas non plus donner votre adresse. Oui, c'est des coordonnées c'est à GPS. 50 km ou à 50 Ah oui, même pas. C'est vraiment... donc voilà, d'un point de vue données personnelles, il n'y a pas je pense, de crainte à ce niveau-là. Écoute, très clair. Donc, pour résumer un peu ce que tu dis, ça force en fait les marketeurs à avoir vraiment de l'interaction avec ces users pour vraiment créer du lien et faire en sorte que le user clique dans les emails et le clic n'est pas bloqué par Apple. Écoute, merci pour ce récapitulatif. Tu nous as donné une première stat de finalement 98% des gens activent cette feature. Est-ce que tu as d'autres retours suite à la mise en place de cette mesure à nous partager? Oui, alors là j'ai préparé quelques données qui pourraient t'intéresser, en effet, qui s'arrêtent au 1er novembre passé. 1er novembre 2021. On a par exemple constaté que l'adoption en fait de l'iOS 15 est plus lente que celle de la version d'avant, donc iOS 14. Là, on est à une adoption autour de 34%, 34-35%, alors que iOS 14 était à 60% pour un même... après autant de semaines après la release. Évidemment, c'est un chiffre qui a tendance à augmenter. Par la suite, le taux, enfin les proxys Apple, on va dire ça comme ça, aujourd'hui c'est autour de 10%.
D'accord. Enfin, toujours, encore une fois, pour, pour le mois précédent. 10%, et c'est en effet, c'est amené aussi à augmenter. Ce qui est marrant, c'est que aussi on constate que c'est un taux qui a tendance à baisser les week-ends. D'accord. C'est en gros les gens activement, enfin, lisent moins leurs emails le week-end. C'est possible. Alors, je ne sais pas encore comment l'interpréter, mais c'est une hypothèse. D'accord. Donc, oui, finalement, enfin, moi, j'ai un iPhone et ben, je crois que bizarrement, j'ai installé l'application de Gmail, en fait, sur mon téléphone. Et pour la petite histoire, mes emails Banous, étant donné que c'est via mon compte OVH que je les setupé avec mail d'Apple. Bref, je m'égare. Est-ce que tu peux nous donner, en fait, pour nos auditeurs, trois actions à mettre en place pour accompagner ce changement? Bien sûr. Déjà, en fait, tout commence par il faut se poser une question. Est-ce que vraiment ces changements ont un impact sur mon business? D'accord, c'est analyser, quoi. Voilà, mieux connaître son audience. C'est-à-dire faire plus de segmentation, se dire non, moi j'ai une audience qui ouvre principalement sur desktop et c'est plus une population qui va utiliser plutôt Gmail, donc je ne suis pas vraiment impacté, donc je peux continuer à faire me baser sur mon taux d'ouverture. Deuxième chose, c'est si ce n'est pas le cas, donc si c'est vraiment le taux d'ouverture est si vous avez une audience plus hétérogène et donc là on encourage à changer par exemple les triggers qu'on pourrait mettre dans les workflows de marketing automation, les changer, les remplacer par exemple par aller plus vers vraiment des triggers qui concernent le clic ou le taux des inscriptions par exemple, le nombre des inscriptions. Ensuite, vraiment travailler plus sur la qualité du contenu, parce que voilà, à quoi bon ouvrir un mail si on ne s'engage pas par la suite, c'est-à-dire si on ne clique pas sur les liens, si on ne clique pas sur les call to action, si on ne lit pas, s'il n'y a pas un temps passé sur là-dedans, etc. Et évidemment, j'en ajoute une quatrième du coup. Et c'est vraiment la question de l'opt-in, c'est-à-dire le consentement. Quand on a une audience qui est vraiment intéressée par ce qu'on offre comme service ou comme bien, c'est là que ça devient intéressant. Alors, on a vu les mesures mises en place par Apple, Monsef. Est-ce que, Sendinblue ou même les autres entreprises du marché de l'email réfléchissent à mettre en place des mesures dédiées? Alors, c'est vraiment un enjeu majeur, parce que nous, on ne voulait pas travailler sous la contrainte, on voulait anticiper. Et donc, on a travaillé en 2 temps. C'est-à-dire, au tout début, donc, on a préparé une release pour le jour 1, donc dès le lancement de cette mise à jour, et qui pour éviter, en fait, qu'on se trouve avec un taux d'ouverture gonflé et trompeur, ou l'inverse, si on exclut, qui se trouve avec un taux d'ouverture réduit et frustrant donc pour les clients. Donc on propose un taux d'ouverture estimé. On se base principalement, en fait on part du principe que les habitudes des utilisateurs de cette application mail de Apple ont les mêmes habitudes qu'un autre utilisateur. Et donc on applique ce taux d'ouverture sur la population qu'on arrive donc à suivre, sur l'ensemble de la population, donc sur l'ensemble des emails délivrés. Ça nous donne un chiffre qui est en fait suffisamment proche
de la réalité, c'est-à-dire il n'y a pas eu un avant et un après. C'est vraiment très très proche et donc on n'a pas eu besoin d'appliquer un facteur de correction spécifique donc ça veut dire que à ce sujet. Pour schématiser au maximum, tu fais un envoi, tu regardes le taux d'ouverture sur tout sauf Apple, je dis n'importe quoi, 15%, et en fait, tu appliques ce taux d'ouverture également sur Apple parce que, en fait, suivant les métriques que vous avez, vous vous rendez compte que finalement, dans le monde de l'email, en tout cas, un user Apple a à peu près les mêmes réactions qu'un user Windows ou enfin Android. D'accord. Exactement. Écoute, merci beaucoup. Dernière question en quelques mots, où est-ce qu'on peut te suivre ? Sur LinkedIn, Moncef Rigui sur LinkedIn. Je ne suis pas très actif, mais je réponds aux messages privés avec grand plaisir. Écoute, merci beaucoup Moncef pour ta participation. Alors, généralement, je ne parle pas trop de l'envers du décor de Banous, mais là, c'est quand même exceptionnel. Merci Moncef d'avoir accepté un enregistrement un vendredi soir à 19h pour parler de ce sujet. C'était super intéressant. Petite remarque, vous êtes plus de 2000 par épisode à nous écouter, on est super contents et on a 50%, moi aussi je vais sortir des stats, 50% de nos auditeurs, auditrices sont sur Apple. Donc on compte sur vous véritablement pour aller déposer un petit commentaire. Ça fait très youtubeur ce que je vous dis, mais c'est extrêmement important pour nous afin d'être visible sur les différentes plateformes. Merci à tous. Merci Moncef. Merci beaucoup Laurent. Merci d'avoir écouté cet épisode de Banous. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Et retrouvez-nous sur le site banous.com, banous, B-A-2-N-O-U-Z-E.com. À bientôt.